on peut rebondir en Afrique si on se donne quelques petits moyens, même avec 20 000 francs. C'est pourquoi tu es là pour apporter des idées, pour pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir sortir, de ne pas seulement penser qu'à partir du Cameroun, mais aussi à penser à bâtir quelque chose, de ne pas toujours attendre de l'autre ou de l'État ou de ceci. On a plusieurs astuces pour pouvoir sortir de la jungle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Merci. Bonjour Calvino. Bonjour Monsieur Red. Alors, comment rebondir après l'échec d'un projet entrepreneurial? Il faut dire que qui dit entrepreneuriat dit à risque d'échec. C'est vrai que d'emblée, lorsqu'on va entreprendre, on est optimiste. Et on se dit, ça va sûrement marcher pour moi parce que ça a marché pour mon frère, ça a marché pour un ami que je connais, ça a marché pour mon voisin. Mais sauf que parfois, le voisin qui réussit ne nous dit pas tout sur ses batailles. Le frère qui réussit un projet entrepreneurial ne va pas forcément s'étaler sur les challenges qu'il a pu avoir. Parfois, on voit quelqu'un qui réussit un projet entrepreneurial au bout de 6 mois, alors qu'en réalité, il a fait peut-être 3 ans de bataille. Pendant 3 ans, il s'est battu, il a lancé des projets, il a échoué. Finalement, c'est le projet qui réussit, qui est mis en lumière et qui finalement sera connu par le grand public et son entourage. Alors, au cours de l'émission, on va essayer de décrire ce que c'est que... Parce que l'échec peut être perçu de plusieurs façons, sous plusieurs angles différents. Alors, on verra ce qu'on appelle l'échec dans un projet entrepreneurial. On verra parfois comment on peut tirer parti d'un échec. Et puis, en dernière position, on verra comment éviter l'échec. Parce qu'il y a des échecs évitables. Ah ouais. Il y a des échecs évitables. Comme on dit au quartier, il y a des échecs bêtes. Ah ouais. On peut très bien éviter. Il y a des échecs parfois qui nous surprennent. Parce que parfois, il s'agit juste d'un problème stratégique ou alors d'une méconnaissance d'un secteur d'activité. Donc, on verra à la fin comment est-ce qu'on peut éviter certains échecs. Alors, le plus important ici, c'est de comprendre que l'entrepreneuriat est une aventure. Et qui dit aventure dit risque de succès comme risque d'échec. Donc, en fait, c'est comme une pièce de monnaie. Ouais. Vous avez 2 faces. Alors, on peut tomber sur la bonne face, comme on peut tomber sur la mauvaise. Oui. Maintenant, c'est pas parce qu'on n'est pas intelligent qu'on peut tomber sur la mauvaise face. D'accord. C'est parce qu'on est très fort qu'on tombe sur la bonne face. Il y a parfois des circonstances qui peuvent contribuer à la réussite entrepreneuriale, tout comme il y a des circonstances qui peuvent militer vers l'échec d'un projet entrepreneurial. Donc il faut comprendre que c'est pas parce qu'on est bête ou parce qu'on est trop intelligent qu'on réussit ou qu'on échoue. Voilà. Un projet entrepreneurial, comme je disais, est une aventure. Ça veut dire qu'il y a un nombre de préalables qu'il faut avoir. On parle toujours d'une idée. L'idée va germer, va devenir un projet. Et le projet va demander de l'investissement. Et on ne peut pas parfois investir seul. Parfois, on investit avec des partenaires. Et dans l'investissement, on peut employer des ressources humaines. On peut faire des achats. On peut faire des investissements lourds, notamment l'achat de machines, l'achat d'engins. Ou si on est dans le service, il y a tout au moins parfois l'achat des certifications, ou alors l'achat, ou alors le recrutement d'experts, d'experts qualifiés qui vont nous accompagner dans la réalisation d'un service bien précis. Alors, il peut donc parfois arriver qu'on n'ait pas fait une bonne étude de marché avant de lancer un projet. Exactement. Et comme c'est une erreur, c'est une erreur fréquente en Afrique, les gens ont soit la paresse à faire une étude de marché, soit ils ont l'habitude de négliger. Voilà. Certains vous disent que ce n'est pas important. Oui. Je sais que mon produit va marcher. Je sais qu'on a besoin de mon service. Mais on ne peut pas de manière péremptoire déclarer que le marché sera favorable. Parce que
chaque service a une spécificité. Et parfois, il y a des services qui d'emblée pourraient intéresser un marché, mais quand vous faites l'étude de marché, vous vous rendez compte que soit la population n'est pas encore mature pour se payer ce service, ou alors le pourcentage de personnes qui pourraient s'intéresser à votre marché n'est pas suffisant pour pouvoir susciter une activité commerciale. Ouais. À ce moment-là, on peut se limiter à une niche. Wow. Donc, l'étude de marché n'est pas optionnelle. Il D'accord. faut faire l'étude de marché. C'est une obligation. C'est une obligation. Ça permet déjà d'éviter certaines erreurs. D'accord. Voilà. Ensuite, il faut faire un business plan. Ah. C'est très important. Ça, c'est les rudiments qu'on répète lors des séminaires sur l'entrepreneuriat. L'étude de marché n'est pas une option. Le business plan n'est pas une option. Le business plan, c'est une feuille de route qui vous permet, avant même de lancer votre activité, d'avoir quelques repères. Voilà. Et ces repères-là sont pour vous une boussole. Il m'est difficile d'imaginer un chauffeur qui rentre dans une voiture qui n'a pas de tableau de bord. Voilà. Ça veut dire qu'il ne sait même pas s'il a suffisamment de carburant dans son réservoir. Ou pas. Il ne sait pas si son moteur chauffe. Il ne sait pas si il va à grande vitesse, parce que parfois c'est les guides du tableau de bord qui permettent de nous renseigner sur notre vitesse. Parce que souvent quand on est au volant de la voiture, on se dit je roule à une vitesse raisonnable. Alors que parfois, on est en train de faire du 80, du 100, du 120. Voilà. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas toujours la sensation appropriée lorsqu'on va à une grande vitesse. Il y a des voitures, vous êtes à l'intérieur, un chauffeur vous fait du 120, vous ne vous en rendez pas compte. Wow. Donc, c'est parfois le tableau de bord qui vous renseigne sur votre niveau de vitesse. Des vitesses. Voilà. Alors, donc, le business plan, c'est le tableau de bord. Le business plan vous renseigne sur l'état des finances. Ok. De combien est-ce que j'ai besoin pour lancer l'activité? Quand on n'a pas de business plan, on peut s'amuser à surinvestir, c'est-à-dire mettre plus d'argent qu'il en faut. Ou alors on peut sous-financer l'activité, c'est-à-dire que ne pas injecter une hauteur de finances importante. Et à ce moment-là, vous avez du mal, par exemple, à démarrer. Donc, le business plan vous permet de vous renseigner sur ce qu'il a lieu de faire dans un premier temps. Combien de personnes devons-nous employer? Pourquoi? Quelles sont les parts de marché que nous pouvons commencer par attaquer? Comment et pourquoi? Quand on a répondu à cette question du business plan, ça nous permet déjà de commencer à faire une certaine navigation. C'est ça. Maintenant, certaines personnes échouent parce qu'elles n'ont pas de business plan. Donc, elles font de la navigation à vue. Elles n'ont pas de plan de trésorerie. Elles ne savent pas à quel moment leur activité peut s'autofinancer. Parce que parfois, vous lancez une activité et vous faites comme un infirmier qui administre une perfusion à un patient. C'est-à-dire que vous injectez l'argent, vous ne savez pas à quel moment est-ce que l'activité va prendre pour que le business commence à s'auto-financer. Donc, vous continuez à financer en permanence. Et à ce moment-là, l'activité n'a pas le temps de prendre. Et ça, c'est l'échec. Donc, quand on a un business plan, quand on a fait l'étude de marché, quand tout s'est bien passé, maintenant, le problème peut survenir au niveau de la gestion. Est-ce qu'on gère bien son business? C'est-à-dire que, est-ce qu'on respecte les canons du management d'entreprise? C'est la grosse question. Est-ce qu'on ne gère pas sous le coup de l'émotion? Est-ce qu'on ne pique pas dans la caisse? Parce que vous avez des entrepreneurs, parfois vous croisez un entrepreneur, vous le demandez, quel est votre salaire? Il rit, il dit quel salaire? Il dit c'est mon entreprise, donc je me sers comme je veux. Ça veut dire qu'il n'a pas de salaire. Et donc, il ne sait pas combien il dépense. Donc, chaque fois qu'il a besoin d'argent, il va dans la caisse, il puise, alors que l'entrepreneur doit se fixer un salaire. D'accord.
Et le salaire de l'entrepreneur doit refléter son activité. C'est-à-dire que si l'entrepreneur, par exemple, fait un chiffre d'affaires de 5 millions par mois, il doit connaître ses charges. Il doit se payer un salaire en fonction de son chiffre d'affaires. Il ne peut pas se permettre d'utiliser le chiffre d'affaires comme étant son salaire. D'accord? Donc, voilà une grosse erreur chez nous que commettent les entrepreneurs et qui va fatalement pousser vers la faillite. Maintenant, l'autre problème qui peut conduire à l'échec, c'est la méconnaissance d'un marché. C'est-à-dire que vous lancez votre activité, vous commencez à gérer, et maintenant, la concurrence parfois peut être rude, mais vous n'avez pas anticipé. Vous n'avez pas anticipé que la concurrence pouvait être rude. Alors, la concurrence commence maintenant parfois à baisser les prix, ou alors à produire des services plus efficaces que les vôtres, et à ce moment-là, vous commencez à perdre les parts de marché. Donc, vous devez avoir une certaine agilité. C'est-à-dire que dès que vous lancez l'activité, en amont, vous avez étudié la concurrence, vous savez ce qu'elle propose, et en fonction de ce qu'elle propose, vous avez créé des services ou des produits qui auront un côté différent, qui auront une valeur ajoutée. Mais parfois, rapidement, la concurrence peut se muer et adopter les mêmes stratégies que vous. Et à ce moment-là, vous devez être capable de réfléchir rapidement et de pouvoir innover. Quand vous innovez, vous contrecarrez la concurrence. C'est vrai que ce que je dis là demande beaucoup de réflexion et demande une stratégie bien affinée. Voilà. Alors, quand vous ne faites pas ça, alors forcément, vous allez rapidement perdre les parts de marché. Or, qu'est-ce qu'un business qui n'a pas de part de marché? Un business qui n'a pas de part de marché est appelé à mourir. Alors, donc, voilà rapidement brosser les causes. Mais vous avez également les causes humaines. C'est-à-dire que l'incapacité d'un entrepreneur à pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Parce qu'il faut faire un distinguo. Quand on rentre dans le business, quand on veut gérer un business, on ne le fait pas avec les émotions. D'accord? Quand on gère un business, il faut être rationnel. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les décisions qu'on prend sont motivées par la réalité. Exact. Et non par nos fantasmes. On a parfois vu des entreprises qui ont recruté plus qu'ils en avaient besoin parce que le fondateur ou le PDG ou le DG voulait faire plaisir à des amis, voulait faire plaisir aux membres de sa famille. Et après, on se retrouve avec une masse salariale qui ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire que la masse salariale est beaucoup plus importante qu'elle ne devrait être. Parce que quand vous prenez une entreprise, vous avez des charges. D'accord? Vous avez des charges. Et pour chaque charge, vous avez un ratio qui correspond au chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, pour telle charge, par exemple, telle charge doit représenter 1% du chiffre d'affaires. Telle charge doit représenter 20%. Telle charge doit représenter 5%. Alors, quand vous ne respectez pas ces ratios-là, rapidement, vous vous retrouvez en train de dépenser plus et d'asphyxier l'entreprise. Et quand on asphyxie une entreprise, quand on asphyxie une activité entrepreneuriale, c'est la porte, on ferme. Aïe, aïe, aïe. Donc, voilà un peu brossé. Ça veut dire qu'en fait quoi? Ça veut dire que personne n'est à l'abri d'un échec entrepreneurial. Ça. Toute entreprise, quelle que soit sa santé aujourd'hui, peut fermer dans 6 mois, peut fermer dans 1 an, selon le comportement de ses dirigeants. D'accord? Mais monsieur, il y a des gens qui appellent l'échec d'un projet entrepreneurial, monsieur, pour lui, c'est mort. Il te dit qu'il ne va plus jamais entreprendre. C'est-à-dire que même s'il a encore la chance que son frère lui envoie même 2 bâtons, il dit non, il ne veut plus risquer. D'où ma première question, comment déjà remonter le moral? Parce qu'après avoir
échoué la première fois, son moral est down, comme on dit souvent en anglais. C'est à plat. Donc la première question, comment déjà remonter le moral de quelqu'un qui a eu un échec entrepreneurial? Et deuxièmement, comment se remettre? Oui, d'accord. Alors, lorsqu'on connaît un échec sur le plan entrepreneurial, il faut commencer par se poser les bonnes questions. D'abord, il faut avoir le courage de se poser les bonnes questions. Se demander, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui m'a fait échouer? D'où est venu mon échec? Et si on n'a pas la lucidité de pouvoir le faire, on peut recruter un consultant. Voilà. On peut s'adresser à un consultant. Justement. À qui on va raconter l'histoire de notre entreprise, à qui on va raconter l'histoire du projet. Il nous posera des questions, il fera un audit de l'activité afin de nous aider à comprendre et à déceler les erreurs qui ont conduit à l'échec. Alors, généralement, lorsqu'on fait ce travail, cet exercice, on découvre parfois des raisons cachées. On découvre parfois des facteurs cachés. On découvre des dysfonctionnements qui parfois nous paraissaient négligeables, mais qui au fil du temps sont révélés être des pièges très dangereux. Donc, faites l'état des lieux, posez-vous les bonnes questions, rapprochez-vous d'un consultant, rapprochez-vous d'un expert, rapprochez-vous de quelqu'un qui vous aidera à faire un audit. Parce que je sais que lorsqu'on connaît l'échec entrepreneurial, en général, parfois, nos émotions nous jouent un sale tour. On est parfois tellement abattu qu'on n'arrive même pas à réfléchir. Alors, l'apport d'un consultant est important parce que lui, il prend du recul. Il a la froideur nécessaire pour pouvoir examiner et faire un audit assez objectif de la situation. Une fois qu'il a fait ça, il va nous aider à comprendre. Et quand on a compris ce qui nous a fait échouer, alors on devient plus fort. Parce que quand on voudra se lancer prochainement, on va tenir compte, d'accord? On va tenir compte des facteurs qui nous ont fait échouer la première fois. Et donc, on ne commettra pas les mêmes erreurs. Voilà. Parce que le malheur de certaines personnes qui entreprennent et connaissent des cycles d'échecs, ou bien rentrent dans un cercle vicieux d'échecs, c'est parfois parce que quand elles échouent, elles laissent passer du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, elles se relèvent, elles reviennent, entreprendre encore, sans avoir examiné les causes de l'échec précédent. Voilà. Alors, pour ces personnes-là, elles sont plus susceptibles de reproduire les mêmes erreurs ou de reproduire d'autres erreurs qui leur seront fatales. Donc, c'est pourquoi il est important de faire l'état des lieux. Quand on a fait l'état des lieux, on tire des leçons. Il faut tirer des leçons par rapport à l'avenir. Maintenant, il faut se dire que la vie en fait est faite de recommencement. D'accord? C'est pas évident d'avoir une vie linéaire. La vie est faite de haut et de bas. Donc aujourd'hui, on est en haut, demain on est en bas, après demain on est sur la montagne, le mois d'après on est là dans la vallée, après on est dans la rivière. Donc la vie est faite ainsi faite. Maintenant, il faut avoir le courage de revenir, le courage de rebondir. Mais on ne rebondit pas parce qu'on veut se venger. Non, on rebondit parce qu'on a appris, parce qu'on a tiré des leçons et que maintenant on se dit, on est prêt à faire les choses différemment. D'accord? Alors, quand on a l'état d'esprit donc de revenir afin de faire les choses différemment, on a plus de chances de réussir. Or, quand par contre on se lance un défi, on dit, je vais réussir, je vais réussir. Alors, plus on dit qu'on va réussir, moins on réfléchit à ce qui nous a fait échouer la première fois, d'accord? Parce que l'entrepreneuriat demande de l'humilité. C'est pas parce qu'on est fort, c'est pas parce qu'on est diplômé qu'on va réussir. C'est pas parce qu'on a de l'expérience qu'on va réussir. On peut avoir 40 ans d'expérience dans un domaine d'activité, mais le jour où on se lance, on échoue lamentablement. Même mention, même. Donc, c'est pas toujours parce qu'on est très fort qu'on va réussir. Vous savez, ici, il s'agit de stratégie. C'est en fonction du marché. C'est en fonction des forces en présence. C'est en fonction de la concurrence. C'est en fonction même de l'état
c'est en fonction même de l'économie. Parce qu'il y a des business qui ont par exemple fermé parce que la situation économique d'un pays était morose. Et puis ça a joué sur... ça affecte les entreprises. Et parfois, des années plus tard, quand la même entreprise revient sur le même marché, elle connaît un destin différent. Ouais. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Donc, moi, je voulais savoir, c'est vrai qu'en parlant de consultants, parce que justement, tu as parlé de se faire accompagner par un consultant. Parfois, on peut avoir des consultants, c'est souvent difficile de tomber sur des bons consultants. Des consultants qui ne sont peut-être pas... engagés à la hauteur même, et parfois qui ne comprennent pas la vision de ce chef d'entrepreneur. On dit chef d'entreprise, oh merci, de ce chef d'entreprise. Donc du coup, je me pose la question, par exemple, je dois gérer un budget, mon business, j'ai déjà au préalable fait, c'est-à-dire une étude du marché, et j'ai fait, tu as donné les règles là qui ne sont pas optionnelles. Tu as parlé de... Avoir un business plan. Un business plan. Le business plan qui est obligatoire. Oui. Maintenant, l'étude du marché qui est obligatoire. Bon, maintenant, après donc avoir fait tout ceci, mais je vais quand même, j'arrive, j'ai du mal à décoller. Oui. Que faire? Si j'appelle maintenant le consultant là qui n'est même pas à la hauteur parfois. Alors, il faut dire qu'il y a... Parce que beaucoup font face à ce... Il y a consultant et consultant. Voilà. C'est parce qu'on a une carte de visite, si la personne a dit consultant, qu'on est forcément un bon consultant. Voilà. Il y a des consultants qui s'improvisent. Bref, non, je vais dire ceci. Il y a des personnes qui s'improvisent consultants. Voilà. Mais qui n'ont rien de consultant. D'accord? Ça parce qu'on a un MBA, ça parce qu'on a un master, qu'on est consultant. Ça embrouille. Et ce n'est pas non plus parce qu'on a une entreprise qu'on peut devenir consultant. On est consultant parce qu'on a d'abord la vocation. D'accord. Parce qu'on a le talent. Le consultant, c'est quelqu'un qui a la capacité d'observer un business dans un environnement et de pouvoir interpréter les forces et les faiblesses du dit business de façon naturelle. Maintenant, il a également une capacité analytique assez poussée. C'est-à-dire qu'il est capable d'analyser les facteurs qui se trouvent dans le business et de pouvoir tirer des conclusions qui vont aider le chef d'entreprise à prendre de meilleures décisions. En fait, il a un regard extérieur. Il a un regard extérieur. Okay. Maintenant, un consultant n'est pas forcément celui qui vient bourrer le manager de conseil. Le consultant, c'est quelqu'un qui échange avec vous, qui comprend l'activité, qui connaît le marché. Et donc, parce qu'il connaît l'activité, il connaît le marché, il est à même d'analyser le positionnement de votre entreprise dans ce marché-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, je suis un expert, je suis un consultant, et je vis à Paris, je peux ne pas avoir la capacité à aider un client qui vit au Cameroun. Parce que je peux ne pas maîtriser le marché camerounais. Je peux très bien avoir la science. Je peux connaître la science du management, je peux maîtriser le marketing. Mais le fait pour moi de ne pas connaître le marché camerounais est un grand handicap. En d'autres termes, lorsque vous travaillez avec un consultant, rassurez-vous qu'il a la connaissance du marché, rassurez-vous qu'il maîtrise votre activité. Ça, c'est deux aspects assez importants. Le consultant n'est pas seulement celui qui a des connaissances livresques. Il doit aussi avoir des connaissances pratiques. D'accord. Il doit avoir une vision du marché qui lui permet de vous aider à vous positionner. Voilà. Et qui peut travailler sur vos faiblesses, les faiblesses de votre entreprise afin de vous aider à vous positionner. Et qui peut également vous aider à optimiser vos forces. Parce que parfois, un business peut avoir du mal à décoller ou aller plus loin parce que le fondateur n'arrive pas à capitaliser
sur ses forces. D'accord. Parfois, il utilise ses forces de façon moyenne ou bien de façon médiocre. Et à ce moment-là, l'entreprise va stagner. Or, s'il arrive à optimiser ses forces, il peut décoller et devenir une force sur son marché. Donc, c'est important, quand vous choisissez un consultant, déjà, demandez-lui son CV et rassurez-vous qu'il a des bonnes références. C'est-à-dire que rassurez-vous sur des clients qu'il a déjà accompagnés avant vous. Et si possible même, rapprochez-vous de ces clients-là pour savoir. Parce qu'un consultant, c'est quand même quelqu'un de très important. Parce que vous lui confiez votre entreprise. Voilà. Vous confiez à lui. Et s'il vous déçoit, ça peut être un autre coup de marteau sur votre tête. Donc, sachez choisir un consultant. C'est vrai que d'emblée, les consultants les plus efficaces coûtent un peu plus cher. Exact. Mais il y a toujours un terrain d'entente, non? Un terrain d'entente, il y a un terrain d'entente. Il y a des consultants qui travaillent avec les PME sans être trop exigeants. Moi, par exemple, il m'arrive d'aider les PME en revoyant, par exemple, mes honoraires à la baisse. Je prends un exemple. Je vais vers une entreprise qui fait, par exemple, 50 millions par an. Ben, je ne vais pas leur demander de me payer 1% de leur chiffre d'affaires. C'est exorbitant. Parce que, pour moi, ça peut représenter pas grand-chose. 1% de leur chiffre d'affaires, c'est 500 000. Mais peut-être qu'en me payant 500 000 francs, ils sont asphyxiés. À ce moment-là, je peux décider de travailler avec eux pendant 2 jours, bien pendant 2 heures, 2 fois par mois, le temps pour eux de se relever. Et puis après, je leur dis, quand vous allez vous relever et que vous passerez par exemple à 100 000 de chiffre d'affaires, à ce moment-là, vous penserez à moi et on met dans une clause. Vous voyez un peu, on met dans une clause et tout est rédigé. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers des consultants qui vous demandent de l'argent. C'est même mieux. Allez vers un consultant qui vous demande de l'argent. Les consultants qui vous offrent des services gratuits, méfiez-vous. Sont-ils compétents? Ont-ils l'affaire? Sont-ils en train de se seyer sur votre business? Voilà, autant de questions. Tant de questions. Donc, il est important de choisir le bon consultant. Si vous ne pouvez pas avoir un bon consultant, cherchez un étudiant. Un étudiant qui est calé, qui est calé dans un domaine. On a l'impression parfois que c'est parce que c'est un étudiant, voilà, pourtant il a une vision. Vous avez des étudiants qui ont de très bons niveaux, qui ont des masters dans des domaines très calés, en marketing, en audit, et qui peuvent venir par exemple vers vous aider à faire un audit de votre activité, et puis après vous donner des conseils. Voilà. Donc ça marche aussi, ça marche. C'est bien. Puisqu'ils sont enseignés par des professionnels. Oui, c'est bien. Oui. Voilà, Francis, nous poursuivons, on revient, parce que moi, c'est tellement intéressant. Entrepreneur dans l'âme, donc de plus en plus, il faut bien se relancer dans ce qu'on avait. On a échoué, on a subi un échec, il faut rebondir. C'est intéressant pour moi. On va aller du côté de Yaoundé, bien sûr, poser la question à l'homme dans la rue, comment rebondir après justement l'échec d'un projet entrepreneurial. C'est signé Monsieur Thierry Honda. Bon, pour moi, pour rebondir suite à un échec, je remultiplie les chances. Je remets les chances de mon côté pour pouvoir rebondir une fois de plus. Je ne me focalise pas sur le fait que je suis tombé et je ne vais jamais me relever. Pour me relever, il faut que je remette les chances de mon côté. En multipliant les efforts. C'est-à-dire, si j'avais peut-être mis financièrement, j'avais mis peut-être un montant. Et si j'ai la possibilité d'avoir ce même montant, je remettrai et je vais me relancer. Yes, thank you very much, Mr. Journalist. It's true that when you fail in life or in any project, it's because something caused you to fail. When you identify the cause of your failure, that is where you get back because you will not make that mistake again. Mr. Journalist, can we get that? Then you adjust it, you get back to it, and then surely you are going to succeed.
Bon, pour rebondir, c'est très facile. Enfin, c'est pas toujours facile. Tu prends du recul et puis tu te relèves et tu avances. En fait. Tu avances, tu refais ton projet et tu avances. Oui, avant de rebondir, je crois personnellement qu'il faudra d'abord identifier l'origine de l'échec pour voir comment est-ce que, parce que je considère l'échec comme étant un obstacle, comment voir pour peut-être forcément reculer et avant de traverser cet échec, je crois qu'il faut d'abord identifier l'échec et il faut maintenant voir ce qui a induit à cet échec-là pour facilement voir comment ne plus retomber dans le même piège. Allez, tout simplement faire le bilan et comprendre pourquoi, le comment et le pourquoi ça n'a pas marché et chercher des voies et moyens pour pouvoir se relancer dans un autre ou bien, comme je l'ai dit, c'est de comprendre le comment et le pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être qu'on n'a pas été bien entouré, on n'a pas eu des personnes assez qualifiées pour pouvoir faire marcher son entreprise et en cela il faut avoir le temps de se relancer. Si vraiment vous êtes toujours intéressé, parce qu'il y a d'autres personnes après un échec, ils sont démoralisés et puis tout vole en éclats. Donc je pense que c'est un peu ça. Francis. Je me réjouis de la pertinence des propos de tout ce monde qu'on a interviewé dans les rues de Yaoundé. Oui, je vois l'Assemblée nationale. Tout le monde était dans le sujet. Dans le sujet. Bon, après qu'on allait vers des gens assez agiles intellectuellement. Mais c'est des personnes... Les gens qui sont derrière le vert ou jaune. Voilà, et puis, non pas forcément, mais je me dis, c'est des gens qui font aussi, qui sont dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, certainement. Oui, les ministères. Certainement. Alors j'aimerais dire que lorsqu'on veut rebondir, une fois qu'on a fait l'état des lieux, qu'on a fait le bilan, parfois, vous savez, l'ambition peut être négative. Je m'explique. Parfois, on a un projet entrepreneurial, mais tellement on voit grand qu'on est pressé. D'accord? Qu'on est pressé, et parfois, on injecte très tôt trop d'argent. D'accord? C'est-à-dire qu'on surfinance l'activité très tôt. Et là, ça peut également asphyxier. Donc, parfois, il suffit simplement d'aller pas à pas. Voilà. Vous voyez, par exemple, la diversification d'une activité entrepreneuriale. Ça peut être un piège. Parfois, il vaut mieux ne pas diversifier très tôt. Parfois, il faut diversifier après plusieurs années d'expérience. Parce que souvent, la diversification oui, nous empêche de nous concentrer sur notre corps de métier. Voilà. D'accord? On embrasse rapidement notre corps de métier, parfois où on a très peu d'expertise. Voilà. Parce que, il faut dire la vérité, il est difficile de diversifier et d'avoir la maîtrise sur tous les corps de métier. C'est très compliqué. Les entrepreneurs qui me regardent savent de quoi je parle. On aura toujours notre corps de métier et puis des ramifications qui nous permettent parfois d'avoir de la visibilité afin d'orienter les nouveaux clients vers le corps de métier. Mais ça peut ne pas se passer comme on le souhaite. On a vu par exemple des boulangeries qui marchaient très bien tant qu'elles faisaient du pain. Mais une fois qu'elles ont embrassé la pâtisserie, elles ont mis de l'argent, après elles ont fermé. Parce qu'elles n'étaient pas prêtes pour la pâtisserie. Elles n'avaient pas peut-être les bons pâtissiers. Mais le fondateur s'est lancé en se disant, je suis sûr qu'en diversifiant, j'aurai davantage de clients. Faux. Parfois, il vaut mieux rester sur son pain, maîtriser son pain, ne faire que son pain pendant assez longtemps, au point par exemple de devenir par exemple une marque reconnue et respectée pour son pain, et puis après on peut lancer la pâtisserie. Or, souvent on commence avec du pain et puis rapidement on prend la pâtisserie, et puis après vous voyez ça devient commerce général. Un peu de tout. De tout. Et quand on fait faillite, on est surpris, on accuse la concurrence.
Or, c'est soi-même qui fait le problème. Or, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parfois aussi aller pas à pas. Et c'est pourquoi faire le bilan est très important. Le bilan permet de savoir, est-ce que j'ai fait confiance très tôt avec les collaborateurs, j'ai trop délégué? Est-ce que j'ai trop investi? Est-ce que je n'ai pas eu suffisamment de moyens? La concurrence m'a happé? Ou alors, est-ce que j'ai voulu diversifier très tôt? Vous voyez, seules les réponses d'un bilan objectif ou bien d'un audit mené par le concours de consultants pourraient nous aider. Maintenant, une fois qu'on a donc établi les causes probables, maintenant il faut voir l'état d'esprit. Je vais vous dire, à ceux qui veulent entreprendre, ou à ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et qui traversent des moments difficiles. Écoutez, l'entrepreneuriat demande les nerfs, comme on dit au Cameroun. L'entrepreneuriat, c'est pas la blague. Un entrepreneur, tous les mois, vous êtes stressé. Parce que tous les mois, vous devez payer les salaires. Tous les mois, vous payez le loyer. Tous les mois, vous payez les impôts. C'est stressant. Tous les mois, vous devez développer l'activité. L'entrepreneuriat est une activité stressante. Si vous ne voulez pas du stress, de grâce, ne vous lancez pas. Amen. Mais si vous êtes prêt à supporter le stress, à gérer le stress, et à ne pas vous laisser emporter par ce stress, parce qu'il y a parfois des suicides. Il y a des suicides, il y a des AVC qui sont la conséquence d'un stress qu'on ne peut plus gérer. La dépression. La dépression. Les divorces. Les divorces, oui. Donc, les conflits familiaux qui peuvent donc affecter. il y a beaucoup de conséquences. Donc, soyez forts. Et la force entrepreneuriale se cultive. Vous pouvez apprendre à devenir résilient. Si vous ne vous sentez pas résilient, allez voir un coach de vie et demandez-lui de vous aider à devenir résilient. Ils le font, ils ont des exercices pour vous aider à devenir résilient. Donc, ayez la force mentale de pouvoir supporter ce nombre de choses. Et dans l'entrepreneuriat, parfois, vous aurez des coups bas. Des coups bas, par exemple, de vos proches. Parfois, vous aurez des coups bas de la concurrence. Et parfois, la concurrence peut se servir de vos éléments les plus fidèles. La concurrence peut se servir parfois des personnes qui vous sont très proches pour pouvoir voler vos secrets, pour pouvoir les utiliser contre vous. Donc, ayez la force mentale. Et de deux, sachez que le business n'est pas une ligne droite. D'accord. Le business a des hauts et des bas. Les employés veulent leur salaire chaque mois, que vous ayez vendu ou pas. Donc, ayez la capacité à ne pas toujours vous plaindre auprès de vos employés. Parce que vos employés sont là pour leur salaire et pour un travail. Maintenant, à vous de vous battre pour payer leur salaire. Battez-vous pour payer vos impôts. Battez-vous pour sécuriser votre business. Ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie et c'est pourquoi il faut être fort. L'entrepreneuriat n'est pas une partie de plaisir. Voilà. N'y allez pas parce que vous voulez vous amuser ou vous voulez prouver aux gens que vous êtes fort. Non, n'y allez pas. Sinon, vous allez vous faire très mal et ça pourrait rejaillir sur votre santé. Donc, je vous en prie. L'échec en entrepreneurial est un passage parfois obligé. Parce que l'échec vous permet de mûrir. Passage obligé. Afin de pouvoir avancer avec plus de sérénité. Quand on n'échoue pas en entrepreneuriat, c'est qu'on n'est pas entrepreneur. Parce que allez voir, que ce soit les plus grands ou les plus petits, tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ont eu des moments difficiles où ils ont échoué, ou alors parfois ils étaient à ceci, de tout perdre. Et puis, je voudrais donner un conseil que j'ai reçu quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, il y a cela 25 ans. Accompagnez-vous toujours d'un avocat d'affaires. Je vous en prie. Un avocat d'affaires. Parce que souvent, les entrepreneurs font l'erreur d'avoir des biens personnels qu'ils injectent dans leur activité. Et oui, c'est vrai. Et en cas de perte, vous perdez tout. Or, vous devez vous protéger. Voilà. Donc, de grâce, faites-vous accompagner par un avocat d'affaires qui vous donnera les conseils. Ces conseils-là vous seront très utiles.
On a connu parfois des suicides parce que des gens ont tout perdu et après, les huissiers arrivent chez eux, viennent tout balayer Jusqu'à la maison. pour les mettre aux enchères. Juste parce qu'ils n'ont pas, la maison, juste parce qu'ils n'avaient pas la connaissance nécessaire pour parfois séparer. Les deux. Parce que parfois, l'entrepreneuriat, parfois, on échoue dangereusement. On échoue, on perd tout. Parce qu'on a devient comme un mélangé nos bébé. choses Parce qu'on a personnelles. mélangé les choses personnelles, voilà, avec l'entreprise. L'entreprise, Donc, ok. rapprochez-vous toujours d'un avocat d'affaires, demandez des conseils, ils vous diront comment vous organiser afin de préserver votre patrimoine familial ou personnel pour que, en cas de problème, On dissocie. qu'on puisse dissocier les deux. C'est très important. Ça conduit les gens à l'AVC, ça conduit les gens sous terre, Et même en ça prison. déstabilise les gens. Donc, je vous en prie, ne Gâter faites pas les mariage. mêmes erreurs. Et même en prison. Et même en prison. Et même Et en monsieur prison. a dit quelque chose, que l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'échec obligatoire. Oui, oui, oui. Et la question maintenant, c'est comment transformer cet échec en opportunité. En rebondissant, en faisant le bilan, en étant lucide, en se faisant accompagner par un consultant. Comme vous avez dit. Parce que souvent, tout seul, on ne peut pas tout comprendre. C'est vrai. Et ayons l'honnêteté de le dire. On ne peut pas tout comprendre tout seul. Parfois, on a besoin des gens qui vont nous accompagner. Ils ne sont pas nos employés, hein, mais en fait, ils ont une expertise. Par exemple, quand j'accompagne des entrepreneurs, souvent, je leur dis, je vais vous accompagner sur le plan intellectuel, mais pas sur le plan émotionnel. Parce que quand vous recevez des chocs, c'est pas moi qui les reçois, mais je peux vous aider à digérer ces chocs-là. À amortir. Oui, amortir ces chocs. Amortir aussi. Amortir. Quand elle a perdu 50 millions, amortir, c'est trop. Non, c'est difficile mais digérer, par contre, digérer. Mais digérer, digérer et puis se préparer à ne plus faire les mêmes erreurs. Voyez. Or, quand on fonce seul, tête baissée, il est très possible qu'on répète les mêmes erreurs plusieurs fois. Ça devient comme un cycle. Oui. Oui, mais pour sortir, Francis, il est 11h50. Le mindset, travailler, comment faire pour développer justement un mindset toujours au top quand on sait qu'on a déjà échoué dans un projet entrepreneurial pour pouvoir rebondir. Comment travailler son mindset là? D'abord, ne pas baisser les bras. Et ne jamais penser qu'en fait, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez intelligent. Parce que comme je dis au départ, l'échec d'un projet entrepreneurial ne dépend pas du niveau d'intelligence de l'entrepreneur. D'accord? Ça dépend de beaucoup de choses qui n'ont rien à voir ou bien qui ont très peu à voir avec son niveau d'intelligence. Vous pouvez être trop intelligent, mais le marché, la concurrence vous broie comme jamais. Vous pouvez être intelligent, mais vous manquez par exemple des canons de management. Vous pouvez être intelligent, mais la concurrence par exemple travaille sur vos produits et vous évince facilement. Vous voyez un peu? Vous pouvez être intelligent, mais ne pas avoir les collaborateurs qui sont par exemple motivés. Vous pouvez être intelligent, mais ne pas avoir suffisamment de financement, d'accord, pour pouvoir innover sur le marché. Donc, premièrement, ne vous victimisez jamais. L'entrepreneur se dit toujours qu'il y a moyen de pouvoir s'améliorer. Ne vous victimisez pas. Et de deux, soyez toujours attentif au marché. L'entrepreneur, c'est celui qui lit le marché. Il faut lire le marché. L'entrepreneur n'est pas quelqu'un qui va fantasmer sur un service ou un produit et vient le plaquer. Non. L'entrepreneur étudie le marché. Et c'est justement à partir du marché que l'entrepreneur crée un produit ou bien apporte un service qui vient répondre à une problématique. Parce qu'à la base, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a observé un marché et qui s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et lui, maintenant,
avec son intelligence, avec son expertise, il apporte une solution sous la forme d'un service ou d'un produit. D'accord. Bonjour à vous sur le plateau. Très riche émission. C'est Perrin Ndongo depuis Logbaba qui envoie ce message. Je le connais, Perrin. Et comment entrer en contact avec Monsieur Francis Eret? Allez sur Facebook. Vous lui écrivez sur Messenger. Il ne donne pas son numéro de téléphone. Mais si vous écrivez sur Facebook Francis Eret, il va lire son Messenger. Vous allez écrire. Et même sa page, c'est franciseret.com. Je crois qu'il y a, il y a des parties où on peut s'adresser à lui là-bas. Voilà, je crois avoir... Sur Facebook, c'est plus facile. Sur Facebook, c'est plus facile. Francis Eret. Et je réponds toujours. Voilà. Je réponds toujours. Voilà. On ne diffuse pas le numéro de téléphone. Francis, on se sépare. Hein? Oui. C'était super enrichissant. Alors, moi, on se sépare avec la conclusion selon laquelle, quand on entreprend, on doit toujours être prêt à rebondir. Parce que parfois même, le business le plus prospère peut fermer à tout moment. Aïe. Je vous dis, le plus prospère peut fermer à tout moment. Donc, il n'y a aucune garantie que tout ira toujours bien. Donc, soyez toujours prêts à rebondir, C'est un éternel recommencement. Merci beaucoup, Francis Eret. On l'a déjà dit, on te retrouve sur ta page Facebook, Francis Eret, et puis sur ton site, franciseret.com. Rappelons que Francis Eret est un coach d'entreprise et écrivain. Voilà. Il a d'ailleurs de très bons livres, je vous assure. C'est super cool. Moi, j'ai lu ça. C'est je vous promets. C'est moi, mon meilleur, c'est les 4 dimensions. C'est les 4. Ton livre sur les 4. Il y a prisonnier de mon père. Des rêves de mon père. Des rêves de mon père. Et puis les 4 d'entreprise. C'est bleu. Le livre est bleu. Ton livre, attends, c'est moi maintenant. Ça dépend. Pour les entreprises, j'ai plusieurs livres. Est-ce que c'est les 4 qualités des... C'est ça. Justement. Allez. Quand le gars, j'ai retenu quelque chose. Francis Eret a dit que l'échec peut être parfois le rebondissement pour une réussite. Oui. Voilà. Il le faut parfois. Oui. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Francis. On se retrouvera mercredi prochain. Mercredi prochain. Voilà. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres pendant cette émission. Demain, c'est un autre jour. On parlera des réseaux sociaux et le chrétien avec le révérend Messina. Ça va chauffer. Hein, voilà. Sinon, on vous demande, notre prière pour vous ce matin, c'est que vous demeurez bénis surtout et que le Seigneur vous ouvre les portes et que vous soyez des bons entrepreneurs. Non seulement, mais n'ayez pas peur de l'échec, affrontez l'échec et allez au-delà de l'échec pour rebondir. Allez, demain c'est un autre jour. Restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye.